Sur une grande planète colonisée par des humains nommés Sheputruka 4, vivait un jeune homme. Meurtri et désespéré, un jour il avait porté plainte contre son père car le grand sentiment de mépris que lui faisait ressentir ce dernier depuis son aride enfance avait engendré en lui une soif de justice. Non de vengeance car le jeune homme était de nature altruiste et bienveillante, mais vaincre cette injustice de ne pas avoir eu un père aimant, comme tel était son but. D'après lui, n'avait pas eu de père, tout simplement. Un père tout autant qu'une mère doit savoir élever son enfant avec amour et gentillesse. Mais cet être n'avait pas organisé son éducation ainsi. La peur et la violence étaient son quotidien. Alors, depuis qu'il atteint la majorité, il avait loué un petit appartement miteux pour sa mère et lui. Essayant de joindre les deux bouts face à ce monstre avide de pouvoir et d'argent qui continuait à exercer une pression psychologique sur eux, le père les rackettait de façon à pouvoir vivre sur la paye de son enfant. Mais un jour, ça a été trop, et le jeune homme adulte décida de poursuivre son propre père en justice. Violence infantile, violence conjugale, recel, harcèlement psychologique, tout y était. Mais la seule chose que le jeune homme s'était retenu d'avouer quand il n'était pas sûr, ce fut le fait que son bourreau consommait cette nouvelle substance psychotrope, liquide et semi-illégale. Un grand débat sur l'utilisation existait sur la planète. C'était une drogue tout simplement. Mais comme l'alcool et les drogues douces étaient déjà légales depuis quelques millénaires, sa consommation commençait à être acceptée par la population. De toute façon, le système politique et judiciaire très instable de cette jeune civilisation ne donnait que très peu à notre protagoniste. Une personne désignée par le peuple devenait décisionnaire de la planète pour une durée de 6 ans. Ce dernier devait choisir à son tour un chef des armées spatiales, un autre pour la sécurité intérieure, et 2 derniers s'occupaient du commerce, de la justice et de la culture. Pour ce qui était du Parlement, ils étaient 538 au total. Eux aussi désignés par le décisionnaire, chaque année, celui-ci doit renvoyer un représentant, et en choisir un nouveau. Sachant que l'on peut l'être représentant qu'une fois dans sa vie, on peut donc l'être qu'une seule année pour certains, ou toute une vie pour d'autres. Cependant, bien que cela s'appelait la choisiocratie chéputrucratienne, elle n'avait rien à voir avec les sociocraties des autres planètes chéputrucratiennes. La quatrième du nom devenait un régime de plus en plus totalitaire, où la violence était de plus en plus acceptée. Cela était dû à la loi d'amnistie approuvée par le Parlement, il y a maintenant 10 ans. Cette loi garantissait l'absence de poursuites à la fois contre les policiers, mais aussi contre les militaires tortionnaires qui utilisaient des moyens immoraux contre des opposants politiques. Très souvent, cette étiquette d'opposant politique était utilisée à tort par les forces de l'ordre. Cette loi voulait donc dire plus de liberté de la presse, mais aussi plus de liberté de penser. Cette loi qui protégeait donc les tortionnaires était toujours en vigueur. Le jour où ce jeune homme était venu porter plainte, mais ses convictions furent pourtant plus fortes que la terreur qui commençait à apparaître dans son monde. Nous voilà alors 2 mois plus tard. Après maintes interrogatoires, maintes entrevues avec son avocate, maintes remises en question et maintes pleurs. Nous citions le jour J, le jour du verdict, le jour de vérité pour ce jeune homme. Tout le monde était vêtu uniformément, muni d'une veste en col bas haut et d'un pantalon cintré, tous les deux blancs. Seuls les représentants de la justice étaient habillés en noir. La salle était dans un tribunal bien bâti, aussi blanc que des pas perdus qui s'y baladaient et qui y étaient assis. Une atmosphère clinique semblable à un hôpital. Il faisait froid, très froid. Le jeune homme avait froid dans son uniforme léger. Dans la salle, au premier rang sur le banc de gauche, s'assirent le jeune homme et son avocate. Derrière eux se tenaient sa mère et ses proches, venus pour l'occasion. Au premier rang, sur les bancs de droite, s'asseyèrent le père et 2 hommes extrêmement grands, sveltes et bien musclés, portant la barbe et habillés en noir. Derrière eux, une dizaine de curieux venaient assister à l'audience. La cour entra par une autre porte, s'installa et une sonnerie retentit. Le juge se leva. Il était vieux et avait un visage hargneux. Il commence. Accusé Luke Sandledge, levez-vous. Vous êtes ici en comparution suite à la plainte de Gus Sandledge. Votre fils, qui vous accuse de violence et de harcèlement physique et moral, ainsi que de recel. Gus Sandledge, c'est à vous. Gus souffla beaucoup et se leva. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je connais Monsieur Sandledge depuis 20 ans précisément. Si je suis venu devant vous, c'est pour vous prouver que c'est un être dangereux. Regardez mes bras, regardez mon ventre. Non, monsieur, non, madame.
Ce ne sont pas des preuves de câlins ni de bisous paternels que nous pouvons attendre d'un être aimant. Ce sont les preuves de la démence de cette personne violente. J'ai vécu dans cette violence toute mon enfance et mon adolescence. Je rentrais de l'école, c'était « Montre-moi ton cas de notes !» 8 crédits sur 10 possibles. Cela signifiait une prise au bras si forte qu'une larme coulait à chaque fois, et une nuit passée dans sa chambre à devoir travailler mes leçons. Est-ce comme cela que l'on élève un être doté de conscience? Et encore plus un enfant, dans un univers si vaste et si avancé technologiquement? Par la suite, depuis que je suis devenu majeur, depuis que je touche une bourse d'études, c'est 50% de cette bourse qui doit revenir à cet homme immoral. Sinon quoi? Sinon il vient chez moi, tout casser et faire du mal à ma pauvre mère. Alors je vous donne cette fiche et ces retranscriptions d'holophones, dans lesquelles on trouve nos diverses discussions, si on peut appeler ça des discussions. Parce que normalement, une discussion devrait aller dans les deux sens. Mais enfin bref, ce que je souhaiterais vis-à-vis de cet homme, Luke Sednage, ce serait une mise en protection de ma mère et moi, afin que l'on puisse vivre enfin comme nous le souhaitons. Ainsi que des soins obligatoires afin que mon père puisse changer. Voilà, tout simplement. Merci monsieur le juge, ce sera tout. Le juge reprit la parole. Bien, Luke Sednage, c'est à vous. Il n'ouvrit pas la bouche et laissa l'un de ses deux colosses se lever à son tour pour continuer. Je suis Joe Lumdune, avocat de Luke Sednage, et je parlerai en son honneur. Le père baissa les yeux et afficha une mine attristée, ce qui étonna l'enfant qu'il n'avait jamais vu dans cet état. Le colosse enchaîna. De quel droit un enfant vient comme cela blâmer son parent, alors qu'il ne fait qu'user de son droit parental, qui reste de châtier son fils pour le corriger? De quel droit un enfant aussi bien élevé, car étudiant à l'université de notre Capitole, vient comme cela retourner son apparence, alors que pourtant il a l'air très sympathique? Je vais vous répondre, à vous tous ici présents. L'argent. L'argent ne peut être que la seule réponse. Car un enfant gâté comme il a été ne peut pas venir ainsi se plaindre de l'enfance heureuse qu'il a vécue. Toujours baigné dans un univers bienveillant que ses parents lui ont offert. Bien, sur tous les regards, aucun des deux n'ayant eu jamais de problème judiciaire ou même de voisinage, je vous le dis, seul l'argent peut venir troubler un esprit aussi vif que celui de monsieur Gus Sednage. Le jeune venait recueillir sa pauvre mère suite à la séparation de ses parents. L'argent venant à manquer, voici la seule réponse plausible. Autre preuve, sa mère n'ose pas soutenir ses mensonges et aucun moment elle n'a osé prendre le parti de son ex-mari ou de son fils. Ce sera tout pour moi, merci monsieur le juge. C'est suite à cette fin autant sèche qu'abrupte que le second barbu vient alors se lever pour ajouter. C'est pourquoi en ce jour, moi, Adam Smith, avocat de monsieur Luke Sednage, je viens demander que la grâce soit faite à monsieur Luke Sednage. Nous voyons bien qu'un être comme lui n'a pas sa place dans notre système. C'est un jeune rebelle qui nous fait penser à ces noms de l'ancien temps que nous disons progressistes. Alors que non, le progrès c'est de suivre la loi d'amnistie. La seule pouvant nous garantir sécurité et confort. J'espère, monsieur le juge, que ma demande sera acceptée, dans le bien de la société, mais aussi celui de monsieur Gus Sednage. C'était comme cela que le jugement se déroulait. On faisait parvenir des preuves au juge avant l'audience. Et pourtant, on parle l'un après l'autre, présentant ses faits, ses théories et ses demandes. C'est aussi comme cela que d'habitude on devait garder ses sentiments, si l'on souhaite que le juge soit plus juste possible. C'est pour cela que Gus avait peur. Le juge était vieux, bien plus âgé que ses parents. C'est-à-dire qu'il faisait partie des premières générations arrivées sur Sheputruka 4. Il devait alors être plus humain que le père que possédait Gus. C'est ce que Gus pensait. Mais alors pourquoi son père a paru si attristé? Jamais il ne l'a vu montrer ses sentiments, surtout que la grâce avait été demandée par son père. Sur toute la planète Sheputruka, la grâce signifiait la mort, dans le but que l'individu soit accueilli dans les meilleures conditions possibles, dans l'au-delà. Mais normalement, ce type de peine de mort était offert seulement qu'à des grands criminels. Plus personne, depuis plusieurs siècles, avait été condamné à cette sentence. Gus avait peur. La même peur qu'il ressentait en écoutant les informations ou en croisant les gardiens de la paix dans la rue. Non, c'était impossible, se disait-il. C'est moi la victime dans cette histoire. Et puis je ne suis pas un opposant politique, non. C'est impossible, se disait-il pour se rassurer. C'est alors que le juge et ses assistants reviennent dans la salle, une dizaine de minutes après. Gus avait froid. Tous encore tremblaient, mais c'était pas le froid qui le faisait trembler.
Tout le monde était debout, plusieurs avaient quitté la salle, ce qui étonnait Gus, car normalement c'est le moment le plus important du procès, se disait-il. Le juge leva les mains au ciel, ce qui étonna encore une fois Gus, qui ne pouvait pas s'empêcher de trembler et de claquer des dents. Les planètes chez Potruka étaient connues pour leur laïcité prononcée et affichée par les différents États. Et le juge se mit à prononcer: par les pouvoirs qui me sont donnés devant Dieu Tout-Puissant, devant les êtres présents dans ce tribunal. Il s'arrêta une dizaine de secondes, comme pour prendre son souffle. Vu son âge, cela était compréhensible, mais agacé quand même Gus, qui ne tenait pas en place. Ces secondes passaient pour une éternité. Toute sa vie se jouait sur les lèvres de ce vieil homme. Les lèvres bleutées de Gus qui portaient ses dents, ne pouvant plus être senties. Ses dents commençaient à s'abîmer sur leurs multiples claquements, et ses genoux lui faisaient mal à force de s'entrechoquer. Il avait l'impression d'être mort. Plus aucun son, plus rien ne se produisait, jusqu'à qu'il entende un mot, le mot qu'il ne voulait pas entendre. Il ne comprit pas, se rassit, ses bras tombaient sur ses jambes, son dos se courbait. Les personnes restées dans la salle, là, déguerpillèrent en moins de deux. Gus était seul sur son banc. Il revit lorsque les deux colosses barbus l'attrapèrent, le levant avec une facilité qui le fascina autant qu'elle l'apeura. Il entendit crier sa mère: Gus! En essayant de l'attraper du regard, il ne vit que le sourire de son père. Les portes se claquèrent. On le déposa sur une chaise au milieu de la pièce. Il ne pouvait rien faire. Le poids de la chaîne était aussi fort que 50 avocats barbus. Il commença à crier au secours. En vain, bien évidemment. Il posa sa tête contre le dorsoré de la chaise. Le métal était froid, ce qui le fit rire. Il pensait que son heure viendrait pour plus tard et qu'on l'avait attaché le temps de faire taire sa mère et les différents témoins. Alors il commença à imaginer un plan de sortie, mais son imaginaire se fit interrompre par un bruit original, qu'il n'avait jamais entendu. Il venait de loin. Il imaginait un chariot à roulettes sur lequel seraient déposés des tranquillisants. Mais loin de là. La créature qui poussa la porte et qui lui faisait face était bien métallique, mais absolument plus terrifiant qu'une aiguille. Elle était montée sur des roulettes, possédait une ventouse à la main droite et une arme à la main gauche. On n'arrivait plus à entendre le jeune homme qui hurlait de toutes ses forces. La voix de la créature était aussi difforme que puissante. Les seuls mots audibles étaient: exterminé, exterminé.